Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On a fait une nouvelle vidéo en visio avec Clément Lecos, qui est psychologue du sport, donc de grandes structures sportives. On a parlé psychologie du sport, préparation mentale et évolution de la préparation mentale avec plein de petites surprises. Actuellement, je viens de finir mon bain glacé, tout va bien, j'espère que vous aussi. Bon visionnage. Bonjour à tous, je suis Léo Spisac du podcast Tal Mental. Aujourd'hui, format un petit peu spécial, un petit peu différent. On est en visio et je reçois Clément Lecos. Merci Clément d'être disponible aujourd'hui. Merci beaucoup Léo, hein, c'est gentil de m'inviter à ce podcast. Super. Clément, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, déjà raconter un petit peu ton parcours? Alors du coup, je m'appelle Clément Lecause, donc je suis à la fois psychologue et préparateur mental. Alors pourquoi je dis avoir les deux professions? Parce que dans mon parcours, j'ai fait deux cursus complets. Un en STAPS, donc en sciences du sport, avec une option en préparation mentale. Donc j'ai fait 5 ans en STAPS où j'ai pas mal bougé. J'ai commencé à Poitiers en licence. J'ai fini ma licence aux États-Unis et après je suis venu à Montpellier pour faire mon master en préparation mentale qui s'appelait préparation psychologique et coaching. Donc on avait pas mal de choses, que ce soit sur l'accompagnement individuel mais aussi collectif. Et comme tout étudiant, quand on sort des études, c'est difficile de commencer à travailler. Alors, il y a des domaines dans lesquels c'est possible, il y a des domaines dans lesquels c'est plus compliqué. En préparation mentale, quand on a 22, 23 ans, qu'on sort des études, c'est quand même assez compliqué d'arriver en entreprise ou dans le sport de haut niveau et de dire, bah voilà, c'est moi qui vais vous accompagner sur l'aspect mental maintenant. On n'a pas assez d'expérience ni de crédibilité et légitimité aux yeux on va dire, des décideurs du monde sportif. Ouais. Et ça, je l'ai bien compris à la suite de mes études. Donc, j'ai décidé d'étoffer, on va dire, mes connaissances, mes compétences avec un deuxième cursus. Donc, je suis parti à nouveau pour 5 ans, mais cette fois en psychologie. En psychologie, on va dire un peu générale, entre guillemets, même si ma spécialisation, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est la psychologie cognitive et comportementale. Ok. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui est traitement d'informations conscientes du cerveau. Donc, pour faire simple, ce sont des choses vraiment très concrètes et factuelles sur lesquelles on se base. Et là, j'ai fait une grosse partie de mon cursus à Montpellier, même si je suis parti aussi encore un an aux États-Unis pour mon master en psychologie cognitive et comportementale. Et c'est à la suite, on va dire, de ces 10 ans d'études, du coup. Donc c'est pour ça que je me dis à la fois psychologue et préparateur mental, parce que j'ai un master dans chacune de ces disciplines. Donc c'est à la suite de ça que je me suis un petit peu, entre guillemets, lancé dans le grand bain. Même si je commençais, après mon premier master, à travailler en tant que préparateur mental en parallèle de mes études. Là, j'ai vraiment sauté le pas parce que je voulais faire une thèse. D'accord. Pour faire ma thèse. J'ai démarché presque tous les clubs professionnels de France, les fédés, tout ça, mais malheureusement, à l'époque, même si ça date pas d'il y a 100 ans, il n'y avait pas de budget alloué pour la recherche en psychologie du sport. Et du coup, j'ai eu l'opportunité de donner quelques cours. Et puis, en parallèle, j'ai lancé un peu comme ça mon cabinet, en tant que psychologue et préparateur mental. Et j'ai eu la chance que ça ait bien marché très rapidement. Donc, ça a tellement bien marché que j'ai décidé d'arrêter de donner des cours parce que niveau financièrement, je perdais beaucoup trop d'argent, malheureusement, à donner des cours, même si j'adorais ça. Donc, je ne suis pas fermé à y retourner un jour, mais j'ai fait ce choix. Et j'ai commencé en parallèle à travailler avec des structures sportives de haut niveau. D'accord. Donc j'ai travaillé avec notamment le CREPS de l'Île-de-France, la Maison de la Performance d'Île-de-France, la Fédération française de foot, et maintenant je travaille avec la structure du PSG, football. Bon, bah top. Voilà, un peu de mon activité, donc les semaines sont bien chargées. Ouais, tu m'étonnes. Bah, joli parcours déjà, félicitations. Petite question qui me vient comme ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être dans la préparation mentale puis la psychologie du sport? Est-ce que depuis petit, t'avais des rêves par rapport à ça? Comment tu en es arrivé là? Alors c'est vraiment une bonne question. Alors j'ai envie de dire c'était un peu simple parce que j'ai fait le choix de la facilité. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai toujours été passionné de sport, donc j'ai fait beaucoup de sport depuis petit. J'étais notamment issu des arts martiaux. On a beau aimer ça, je ne profitais pas ou je n'appréciais pas assez les compétitions. Pourquoi? Parce que je ressentais un fort niveau de stress. Ça m'a valu pas mal de blessures, notamment au dos, parce que quand on est stressé, on est moins mobile, articulairement notamment. Et du coup, voilà, je suis mal réceptionné sur le dos plusieurs fois. Donc j'ai eu 2 fois 1 an d'arrêt. Donc quand on est en sport-études, c'est assez rédhibitoire pour continuer derrière à ce niveau-là.
Donc je me suis toujours interrogé là-dessus. Je me suis dit, c'est quand même fou. J'adore le sport. Je suis passionné de tous les sports et notamment des arts martiaux à la base, parce qu'après j'ai fait plein d'autres choses. Mhm. Mais je n'appréciais pas la compétition, alors que pourtant j'avais un profil plutôt compétitif où j'aimais quand même ça malgré tout quelque part. Donc c'est vrai que l'aspect, on va dire mental, hein, pour expliquer simplement, m'a toujours intéressé. Et quand j'en suis venu au moment de choisir un petit peu mes études au lycée, franchement, pendant très longtemps, j'avais aucune idée de ce que j'allais pouvoir faire. Et j'ai fait ce choix de la facilité. C'est pour ça que j'ai utilisé ce terme-là. C'est que je suis allé dans des études de sport parce que Mhm. j'étais passionné de sport, tout simplement. Je savais que l'aspect mental était vraiment ce qui m'intéressait le plus dedans. Mais voilà, je me suis lancé dans fac de sport pour voir si déjà j'avais le niveau scolaire, Ouais. sportif pour assumer ça. Et bon, bah, j'ai eu la chance de pouvoir m'en sortir et après, voilà, d'avoir les cursus que j'ai. Ouais. Facilité qui t'a quand même valu 10 ans d'études. Et voilà, et c'est paradoxal parce qu'effectivement, quand on dit comme ça de but en blanc 10 ans d'études, ça paraît énorme, ça paraît très lourd. Alors qu'en fait, j'étais un lycéen qui n'aimait pas du tout les cours. Mhm. Voilà, j'avais même tendance à pas toujours y aller. Je me voyais à peine continuer les études. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment tenté un peu comme ça la fac de sport. Et je me suis rendu compte que quand on fait quelque chose qui nous passionne et qu'on aime, ben, en fait c'est simple. C'est Ouais. simple parce qu'on n'a pas l'impression de travailler entre guillemets. On a plaisir à apprendre. Alors même si j'avais pas du plaisir à apprendre dans toutes les matières, ça c'est vrai. Mais là, les matières qui m'intéressaient, par contre, je les bossais vraiment et voilà, ça m'a quand même beaucoup aidé après. Et plus j'avançais dans mes études, plus je me spécialisais en psychologie du sport, en préparation mentale, et plus ça m'intéressait. Mhm. Donc j'avais vraiment pas du tout l'impression Ouais. de m'ennuyer, d'être forcé. Il y avait vraiment un sens pour moi à travers les études. Et puis voilà, j'avais la chance aussi de m'épanouir dans ma vie étudiante parce que j'étais avec des gens qui étaient passionnés de sport avec moi Ouais. et aussi de préparation mentale. Donc on partageait les mêmes loisirs, passions. Donc voilà, c'était vraiment plaisant. Ouais. Et par rapport à ça, du coup, donc toi, tu as la double casquette de préparateur mental et psychologue du sport. Quelle est la différence pour toi entre la préparation mentale et la psychologie du sport? Alors ça, c'est une bonne question. Je suis pas sûr qu'il y ait scientifiquement de réelles distinctions. Donc, je vais te donner simplement ma version de l'histoire qui vaut ce qu'elle vaut. On va dire que la psychologie du sport, c'est plus un champ entre guillemets large de psychologie. On parle de courants psychologiques comme par exemple la psychanalyse, la psychologie cognitive, les neurosciences, la neuropsychologie, voilà, un petit peu tout ça. Donc la psychologie du sport est aussi un courant, on va dire, de la psychologie. Et la préparation mentale vient s'inscrire dans la psychologie du sport. Alors qu'est-ce que c'est que la préparation mentale? Ça va être tout ce qui est tourné vers l'optimisation des performances, Mhm. pour faire simple. Donc que ce soit des performances individuelles ou collectives, relationnelles, etc. Ok. Et par rapport à ça, du coup, lorsque tu travailles avec des sportifs, ou avec des entreprises ou autres, où est-ce que tu situes la barrière entre le taf de préparateur mental et le taf de psychologue du sport? Ou est-ce que ils vont ensemble quand tu travailles? C'est une très bonne question. Alors je vais la répondre en deux temps. C'est-à-dire que la plupart du temps, on a tendance à dissocier les deux. Mhm. Pourquoi? Parce que bah, souvent, quand on est préparateur mental, on est entre guillemets que préparateur mental, même si c'est pas pour dénigrer, mais c'est voilà le statut qu'on a. Mhm. Auquel cas, bah là, on peut que entre guillemets hein, se concentrer sur l'optimisation des performances. Et dès que ça touche à du bien-être psychologique ou ce qu'on appelle de la psychopathologie, on oriente vers un psychologue, voire vers un psychiatre si vraiment ce sont des psychopathologies assez lourdes. Mhm. Et souvent, à l'inverse, on a des psychologues qui, eux, essayent de travailler sur l'optimisation des performances, mais qui n'y sont pas formés. Mhm. Et ça, c'est voilà, un domaine scientifique bien établi, hein, la psychologie du sport, comme on l'a discuté avec des études scientifiques, on a des dizaines de milliers. Donc c'est vrai que si on n'est pas formé à ça, c'est quand même difficile d'aider quelqu'un si on n'est pas formé. Donc tout ça pour te dire qu'il y a souvent ces deux aspects-là, et il y a moi qui suis un petit peu au milieu, qui est les deux. Ouais. Alors dans ma pratique personnelle, moi j'ai la chance de pouvoir, sur une même séance de consultation, par exemple, basculer de l'un à l'autre. D'accord. C'est-à-dire que par exemple, je fais un suivi régulier avec un sportif sur l'optimisation des performances. Par exemple, je sais pas, l'aider à être plus motivé au quotidien dans ses entraînements, même si c'est dans le froid, sous la pluie, tout ça. Et il peut y avoir, on va dire, une problématique personnelle, familiale très lourde, ponctuelle, mais qu'il faut traiter. Mhm. Et un préparateur mental, normalement, devrait orienter, mais moi, j'ai la chance de pas avoir ce besoin-là.
Donc c'est vrai que c'est un confort dans l'accompagnement avec les sportifs, c'est qu'on n'a pas besoin d'orienter à chaque fois. Et quand on oriente, parfois on peut perdre aussi le sportif parce que ça représente un coût supplémentaire de s'entourer de quelqu'un, etc. Donc c'est vrai que c'est un confort à la fois pour moi personnellement dans ma pratique, mais aussi pour les structures de sport avec lesquelles je travaille, parce que plutôt que de payer un préparateur mental et un psychologue, Ouais. ils ne payent entre guillemets que moi. T'as le Clément casquette préparateur mental et il peut déléguer au Clément casquette psychologue du sport, quoi. Bah, c'est un peu ça, et c'est vrai que ça apporte un réel confort pour tout le monde, même pour le sportif. Donc, je sais que c'est pas si commun parce que ça demande beaucoup en termes d'études, Mhm. mais c'est vrai que c'est un vrai confort et un vrai plus si vraiment on veut se destiner à travailler là-dedans. Ouais, c'est ça. Il y a un vrai débat, on va dire, autour de ça, un petit peu, la préparateur mental vs psychologue du sport, où beaucoup de psychologues du sport reprochent aux préparateurs mentaux d'aller trop loin dans leur démarche, sans forcément de connaissances scientifiques et de marcher, d'empiéter un petit peu sur leur territoire. Toi, comme tu expliquais, faut savoir déléguer. À un moment donné, quand on est préparateur mental, moi j'étais formé en préparation mentale et on nous a appris à avoir un cadre déontologique. Et en fait, en connaissant notre champ d'action, et si ça dépasse le champ d'action, bah, pouvoir déléguer. Et c'est aussi je pense, la preuve d'être un bon préparateur mental, c'est de savoir déléguer quand on peut pas maîtriser. Parce que je pense qu'il y a eu pas mal de dérives aussi par rapport à ça, des préparateurs mentaux qui ont voulu faire beaucoup ou même trop faire auprès de sportifs et ça a pu avoir des conséquences importantes vu qu'ils n'étaient pas formés à des troubles plus importants qu'ils pensaient initialement, quoi. Ouais, et malheureusement, c'est un danger parce que quand on n'est pas formé à quelque chose et qu'on le fait, ben, ça comprend forcément beaucoup de risques. Euh, voilà pourquoi, notamment, on se penche, comme tu l'as dit, l'aspect déontologique, éthique est essentiel dans quelques pratiques qu'elles soient, Ouais, mais peut-être plus particulièrement sur celle de préparateur mental, parce qu'il y a beaucoup de sportifs de haut niveau qui ont eu des expériences un petit peu malheureuses, ouais, pour dire ça comme ça, avec des personnes voilà qui n'ont pas été éthiques ni déontologiques, qui ont exercé une certaine forme d'emprise, de manipulation. Donc tout ça, c'est à proscrire, à bannir. Pourquoi on parle plus de ça dans le sport de haut niveau, c'est que c'est une population qui attire beaucoup des gens intéressés soit par la renommée, soit par l'argent, parce que dans certains sports, il peut y avoir aussi beaucoup d'argent. ouais, Donc c'est vrai qu'on l'a beaucoup rencontré dans le sport de haut niveau, et voilà, actuellement, j'ai la chance de faire partie d'un ce qu'on appelle un consortium pour créer le titre officiel de préparateur mental et que ce soit reconnu officiellement par la loi. ouais, Donc ça aussi, c'est un combat qu'on est en train de mener, mais qui est essentiel pour protéger à la fois les sportifs, mais aussi tous les professionnels autour de la psychologie du sport et de la préparation mentale. Donc voilà, on est en train de s'atteler à ça, ce qui est essentiel pour protéger tout le monde et pour mettre un petit peu de côté les gens dangereux. ouais, Donc ça, c'est un premier axe. Et après, bon là, tout ce que je te parle, c'est plutôt vrai, hein, selon mon prisme à moi. Mais il faut aussi parfois se rendre compte dans la réalité du terrain que c'est pas si simple. oui, Alors qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, je vais te partager un exemple qu'on retrouve assez fréquemment. Tu es préparateur mental dans une structure, il n'y a pas de psychologue dans la structure ouais, parce que la structure n'a pas les moyens ou a décidé d'externaliser ce service, peu importe. Tu connais très bien ton sportif, tu vois, tu l'accompagnes régulièrement, tout ça. Et il arrive le jour de la compétition, le matin même, je sais pas, sa mère est morte dans la nuit. hmm, T'es son préparateur mental. Qu'est-ce que tu fais? Et lui il te demande de l'aide. Tu sais que c'est pas de ton ressort. Tu sais que la compétition, elle est dans, je sais pas, 4-5 heures, que lui il te demande de l'aider là-dessus. Tu sais que tu pourras pas avoir de disponibilité avec le psychologue qui le suit habituellement dans cette temporalité-là. Qu'est-ce que tu fais? ouais, Donc tu vois, il y a plein des fois de situations, de contextes dans lesquels on est et qui sont vraiment très difficiles. Donc voilà, donc toute l'importance de l'éthique et la déontologie, ou parfois garder un peu de flexibilité. Tu vois, si exceptionnellement, ben, faut au moins lui donner un espace d'écoute par rapport à ça, on peut, mhm, on se le permet, sans forcément aller au-delà, et qu'après on réoriente, ouais, tu vois, dans des contextes. Alors c'est un contexte très particulier, mais voilà, ça peut aussi arriver ouais. qu'il faille faire preuve de flexibilité. Carrément, et par rapport à ce que tu dis, pour l'instant, les diplômes, on va dire, de préparation mentale, on peut avoir soit qui valent quelque chose, on va dire, il y a les DU et il y a les masters. Et par exemple, un DU, moi j'étais formé à un DU, donc j'étais formé pendant un an. Une personne qui est formée pendant un an et qui rencontre le cas que tu décris,
y a pas tout le monde qui arrive à gérer, à avoir la bonne posture par rapport à ce qu'il faut faire. Tu vois, même toi, après 2 fois 5 ans d'études, tu te dis, bah, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est vrai que c'est hyper important et je pense que le combat actuel, il est vraiment noble et vraiment pertinent pour la suite de pouvoir créer ce label de préparation mentale, ce diplôme d'état, en tout cas, qui sera valide et qui aura de la valeur. Parce que sinon, tout le monde peut être sur le terrain et la préparation mentale, c'est quelque chose, on touche au cerveau, on touche à de l'invisible pour l'humain. Enfin, je pense, hein, tu me dis si t'es d'accord avec moi ou pas, mais c'est quelque chose qu'on voit pas. Si on touche au physique, par exemple, on va voir que physiquement, la personne, bah, je sais pas, elle a des douleurs à cet endroit-là ou à cet endroit-là. Et j'ai l'impression que sur le mental, c'est plus, bah, au bout de 2 mois, on peut se rendre compte que finalement, ça fait 1 mois et demi il y a un problème qui traîne, mais c'est dans le cerveau et on n'a pas réussi à le détecter. Et c'est un peu tard. Ouais, tout à fait. Alors, juste pour préciser, hein, nous, c'est un titre qu'on cherche à avoir, un titre de préparateur mental. On est, tu vois, comme un titre de médecin ou de psychologue, Ok? voilà, qui protège vraiment la profession. Et après, bah, c'est vrai, comme tu dis, tu parles d'invisibilité. C'est vrai, dès que quelqu'un ne va pas bien, on va pas le faire passer sous un scanner, un Ouais. IRM, tout ça. On est obligé de faire avec le ressenti qu'il va nous délivrer. Donc voilà, la pratique du psychologue, voire même du préparateur mental, c'est aussi de savoir déchiffrer un peu ce que la personne verbalise et de l'accompagner à verbaliser de manière efficace. Ouais, c'est ça. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi un petit peu cet aspect, la préparation mentale, c'est quelque chose qui est assez récent. Et moi, je le vois, je suis confronté, moi, je suis beaucoup dans le tennis. Et j'ai beaucoup de demandes. Et j'ai l'impression qu'on attend beaucoup de moi des recettes miracles. C'est-à-dire, je prends préparateur mental. Bon, ça y est, mon enfant, il t'a vu une fois, Léo, pourquoi il a perdu son match derrière? Et tu sais, c'est un peu ce truc-là où nous, on nous a justement formé au début à bien expliquer qu'on n'a pas de baguette magique et on va accompagner le joueur vers la performance et le bien-être. Par contre, c'est lui après qui a les clés en main pour pouvoir mettre en place. Et j'ai l'impression qu'on a un petit peu le rôle du sauveur, bah, parce que c'est un peu la dernière personne qu'on va appeler. C'est quand ça a vraiment plus préparateur mental, voire psychologue du sport, et bon, bah, lui, il aura la réponse forcément. Et je sais pas ce que t'en penses de ça, mais moi, c'est un cas que je vois pas mal quand même dans mon quotidien. Ouais, c'est un cas que je retrouve aussi très régulièrement et je pense que dans notre profession, tout le monde y est souvent confronté. Moi, j'aime bien recadrer en reprenant, tu vois, la définition de la préparation mentale. La Hmm. préparation mentale, c'est défini comme un entraînement. Ouais, Et qui dit entraînement, ben, dit développement, tu vois, au fur et à mesure, voilà, on appelle les habiletés mentales. C'est un terme un peu scientifique, mais l'idée, elle est là, tu vois. Hmm. On peut très bien le vulgariser en disant que voilà, on va entraîner les compétences mentales des sportifs. Et quand on leur parle d'entraînement, ben, ils savent que ça ne vient pas du jour au lendemain. Ouais, Donc ça, c'est un peu, encore une fois, c'est un peu la théorie sur le papier, mais quand on est employé par une structure ou même quand on est payé à la prestation pour une compétition, bah, on se doit d'aider du mieux possible. Donc, bah, on va, comme tu le dis, apporter des billes que l'on peut sur la compétition, sur le moment venu. Et c'est vrai qu'il y a des thématiques sur lesquelles on peut agir très rapidement. Tu ouais, vois, si c'est, je sais pas, hein, du stress sur son match de l'après-midi, ça, c'est vrai que ça peut être débloqué plus ou moins rapidement suivant ouais. les profils. Donc, il y a des petites choses comme ça sur lesquelles c'est vrai qu'on a une capacité à agir. Mais sur le long terme, si on veut vraiment accompagner le sportif à être performant mentalement, bah, il faut entraîner ses Ouais. habiletés mentales. Et c'est là où ça prend plus de temps. Donc, faut être raccord par rapport aux objectifs qu'on se donne. Voilà, si c'est apporter le plus de billes possible pour une compétition, bon, bah, très bien, on fait du mieux qu'on peut. Mais si on a un objectif un peu plus ambitieux sur l'aspect mental, Ouais. bah là, va falloir s'entraîner voilà, sur le long terme. Ouais, nous c'est ce qu'on dit beaucoup dans le podcast. On invite souvent les personnes qui nous écoutent à consulter un préparateur mental, même quand ça va bien. Très souvent on fait appel parce que ça va pas et bah après ça va un peu mieux. C'est bien, mais on peut aussi en faire une force. Et souvent on prend l'exemple des plus grands champions dans toutes les disciplines. Ils ont pas peur de dire que leur force numéro un c'est le mental. Et ils ont pas attendu d'être en faiblesse mentale pour le travailler. Ils l'ont travaillé comme la partie technique, tactique ou physique. Et on axe beaucoup là-dessus en se disant bah ok ça va bien, on peut encore aller mieux. Ouais, moi je suis complètement d'accord avec ça, hein, évidemment. Et tu vois, c'est quelque chose que des fois il y a vraiment des liens entre la préparation physique et la préparation mentale, et des fois il y a des écarts énormes. Et sur la prépa physique, on n'attend pas d'aller mal physiquement pour faire la prépa physique. Exactement. Donc là, il y a encore un gros écart là-dessus. Et effectivement, bah, si on est champion, c'est rarement au hasard. C'est même plus du tout au hasard. Ça arrive quasiment très peu maintenant. Et c'est qu'on a entraîné, on va dire, tous les aspects de la performance. Alors, les 4 aspects de base, hein, le technique, tactique, physique, mental. Tu vois, le mental, c'est déjà dans les 4 de base. Et après, ça, c'est ce qu'on disait avant. Maintenant, on s'est rendu compte qu'il y a encore plein d'autres choses. L'hygiène de vie, l'alimentation, le sommeil, l'hydratation. Enfin, voilà, il y a Ouais. encore plein de choses qui rentrent en jeu.
mais c'est vrai que c'est essentiel de travailler ça. Donc voilà, je ne peux que être d'accord avec toi. Et puis, si on veut être sportif de haut niveau, voire professionnel ou dans les meilleurs, on peut pas se permettre de manquer d'ambition. Hmm. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup travaillé avec des sportifs de haut niveau. Et quand c'est pas eux qui viennent me voir, par exemple, quand je leur fais passer les bilans obligatoires, etc., j'aime bien faire un état des lieux global sur leur performance mentale. Ouais. Et c'est vrai, ils sont tous, s'ils sont au niveau, c'est qu'ils sont tous un minimum bons mentalement. Et Ouais. c'est vrai. Oui. Mais après, voilà, je leur demande, bah, elle est où ton ambition? Est-ce que tu vas être bon dans ton sport, ou est-ce qu'un jour tu vas être professionnel ou un des meilleurs? Et voilà, si tu veux être juste bon, bah, tu restes comme ça, hein. Mais par contre, si tu veux être dans les meilleurs, bah, il va falloir que mentalement tu sois aussi dans les meilleurs. Ouais, c'est ça. Ça, il n'y a pas de secret, il faut le travailler. Et petit parallèle aussi, tout à l'heure, tu disais que il y a beaucoup de sportifs qui voient une fois un préparateur mental, ça se passe pas forcément bien et du coup, plus jamais. Et moi, j'aime bien, on parlait de parallèle avec la préparation physique, on peut aussi le faire. La dernière fois, je prends un exemple, je sais pas, avec l'amour par exemple, comme si bah je vais à un date, une rencontre amoureuse, ça se passe mal et du coup bah l'amour c'est fini pour moi. Et en fait, c'est pas parce que ça se passe mal une fois qu'il faut stopper définitivement quoi. C'est comme aller chez le médecin ou c'est comme tout finalement. Et j'ai l'impression que parfois, comme c'est le mental et qu'on se dit c'est un peu un truc spécial, je teste, bon ça marche pas, tant pis. Alors que, comme tu dis, ça reste l'un des quatre piliers principaux de la performance, et ça a la même valeur que la partie tactique, technique ou physique. Je vais à l'entraînement, je sais pas, au tennis, mon coup droit fonctionne pas, bah, je vais pas arrêter de faire des coups droits, ou arrêter de m'entraîner. Donc, j'aime bien aussi faire ce petit parallèle, qui, je trouve, paraît très évident quand on le dit, mais pourtant, il y a quand même beaucoup de cas qui nous montrent l'inverse dans les discours. Ouais, ça fait un très beau parallèle, c'est vraiment une bonne comparaison. Malheureusement, la préparation mentale n'est pas aussi démocratisée que l'amour, pour reprendre ton exemple. Ouais, Donc du coup, c'est vrai que c'est moins parlant aux gens. Mais il y a tellement de profils différents. Déjà, il y a, comme dans toute, alors j'allais dire relation thérapeutique. Là, sur la préparation mentale, on n'est pas vraiment sur de la thérapie, mais il y avait des études, tu vois, en psychologie qui ont prouvé que l'efficacité d'un médecin dépendait de la relation qu'il créait avec son patient. Hmm. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus un médecin est apprécié par son patient, plus il a des bons résultats. Et à mon avis, c'est un résultat qui est tout à fait transposable à la pratique de Ouais, préparation mentale. Ça veut dire que plus on va avoir une qualité de relation optimale, et plus on devrait avoir de résultats, et à l'inverse. Donc c'est vrai que si on ne se sent pas à l'aise avec son préparateur mental, ben, l'idéal, c'est d'identifier déjà pourquoi. Hmm. Et puis si on a identifié un petit peu les causes, on peut identifier les profils qui nous correspondent plus ouais, et se diriger vers quelqu'un d'autre qui a ces profils-là. c'est ça. Donc ça, c'est déjà l'aspect, on va dire, relationnel. Et après, il y a l'aspect des formations où, comme tu le dis, ben, pour l'instant, il n'y a pas encore de titre protégé. Donc tout le monde peut se dire préparateur mental. Donc des fois, il y en a qui ne sont pas du tout formés, des fois un tout petit peu, des fois énormément. C'est difficile, Ouais. voilà, de s'y retrouver là-dedans. Déjà pour nous, alors pour les gens qui ne connaissent pas, c'est Hmm. vrai que c'est très compliqué. Ouais, il y a aussi une vague d'anciens sportifs de haut niveau qui deviennent préparateurs mentaux parce que ils ont eu cette expérience. Et moi, j'ai pas mal été confronté à ça. Bon, je suis assez jeune, je suis à fond dans la préparation mentale. On me dit ouais, mais ça va pas le faire parce que mentalement, toi, t'as pas vécu des choses, t'as pas vécu des choses très fortes. Alors, je sais pas s'il faut que ma mère décède pour que je puisse devenir préparateur mental. Je ne pense pas. Mais je sais pas ce que t'en penses, mais il y a beaucoup cette image-là de pour être préparateur mental, il faut déjà avoir soit vécu beaucoup de choses mentalement. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, bah un des gros combats, tu vois, que je mène pour démocratiser la préparation mentale et les préparateurs mentaux, c'est de les intégrer dans des structures, tu vois, qu'on Ouais. soit pas isolé et qu'une fois qu'on soit dans les structures, qu'on puisse trouver nos valeurs. Le problème, c'est que cette place, bah, elle n'a pas été prise jusqu'à maintenant. Ça Hmm. commence un petit peu à venir, mais du coup, ça a laissé un vide. Et un vide est toujours rempli. Alors, il a été rempli, tu vois, par des gens pas forcément bien intentionnés, comme j'ai pu les mentionner tout à l'heure. C'est aussi été rempli par des anciens sportifs de haut niveau, souvent du même sport. Pourquoi? Parce qu'ils ont une légitimité, tu vois. Ouais. Ah, bah lui, il a réussi et il était super fort mentalement. Bah voilà. Hmm. Seulement, bah, le monde entier ne fonctionne pas comme lui. Et ça, c'est le problème. Ouais. Donc, ce qu'il a connu pour lui, bah, il va avoir du mal à l'adapter aux autres. Surtout qu'il a aucun bagage scientifique ni théorique. Hmm. Donc, il a rien, il a pas grand chose à proposer, en fait, mis à part sa propre expérience, qui est très riche. Hmm. Mais c'est pas suffisant parce que on est tous uniques en tant Ouais. qu'individus. Et du coup, bah, personne ne fonctionne exactement comme lui. Donc, c'est très limitant. Et c'est vrai que c'est un gros problème. Et donc ça, c'est un premier aspect par rapport aux anciens sportifs professionnels de chaque sport. Le deuxième aspect,
qui est important aussi, et moi je me rends compte, c'est ce qu'on appelle vulgairement le copinage. Ça veut Ouais, dire que, tu vois, euh, les entraîneurs en poste, souvent, ce sont des anciens sportifs de haut niveau du même sport, qui ont toujours connu plein de partenaires d'entraînement, coéquipiers, tout ça. Et s'il a un ami coéquipier qui dit qu'il fait de la prépa mentale, hop. bah, il va forcément l'intégrer plus facilement qu'un préparateur mental qu'il ne connaît pas. Et ça, c'est un problème aussi, parce que du coup, ben, tous les staffs se vont intégrer des gens comme ça, peu formés, pas formés, mais parce que il y a un lien de confiance de par l'expérience et le vécu qu'ils ont ensemble. Et encore une fois, pour le sportif, malheureusement, c'est délétère, parce que on met des gens qui ne sont pas formés, pas toujours compétents en poste. Et Ouais. ça, c'est un vrai problème. Ouais, c'est sûr. Ce que tu dis là sur la préparation mentale, je pense aussi valable dans le coaching, plus particulièrement. Moi, quand je passais mes diplômes d'entraîneur de tennis, bah, s'il y avait un ancien pro qui les passait aussi, bah, il avait direct le diplôme. Parce que c'était un bon joueur de tennis. Alors que c'est deux métiers qui sont différents. Être joueur professionnel de tennis ou enseignant de tennis, c'est deux métiers qui sont différents. Mais parce qu'il avait cette expérience-là, bah, il disait, ah bah, de toute façon, il sait jouer, il connaît le tennis, il va pouvoir l'apprendre. Et comme tu dis, t'as raison de le dire, c'est deux choses qui sont différentes. C'est pas parce que lui était bon là-dedans qu'il sera forcément bon dans l'autre secteur, ou voire moins bon qu'un nouveau. Et c'est vrai que souvent dans le foot, par exemple, je sais pas si tu sais, mais pour passer ses licences d'entraîneur dans le football, il y a des conditions très précises. Il y a même le premier diplôme, c'est avoir joué tant de matchs avec l'équipe de France par exemple, pour devenir coach. Donc si t'as pas été dans l'équipe de France, tu pourras jamais devenir le meilleur coach de football. Là, je prends un gros exemple, je caricature. Et c'est fou d'en être là, je trouve. Il y a un entraîneur qui s'appelle Nagelsmann, un entraîneur allemand, là qui entraîne la sélection allemande. Lui il a 35 ans. Et quand il est arrivé, il avait 30 ans, il est arrivé au Bayern, 31 ans. Tout le monde a dit ouais mais il est trop jeune, il n'y arrivera pas, etc. Maintenant il est sélectionneur de l'Allemagne, il est très respecté. Et je pense que c'est un beau message pour dire en fait il peut y avoir des personnes compétentes qui bossent à fond là-dessus et qui peuvent prendre ça. Il y a Will Steele, je sais pas si tu vois qui c'est, l'entraîneur de Reims, là qui a signé à Lens. Bah pareil, il avait pas ses diplômes parce que c'est jamais été un très grand joueur. Par contre, il était à fond sur Football Manager. Ça a beaucoup fait rire les gens parce que, mais en fait, il était à fond et il connaissait son sujet par cœur. Et à Reims, il a montré qu'il pouvait faire du bon boulot, même s'il a pas son diplôme, parce que fallait qu'il ait joué tant de matchs. Il était pas professionnel, par contre, il peut tout de même être compétent. Et ça, je pense, faut que ça vienne de plus en plus, de montrer que, bah, il peut avoir de la compétence sans forcément une expérience à haut niveau. En tout cas, pouvoir jauger davantage. Bah, écoute, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis des exemples comme ça, il y en a Ouais, plein. Il y en a surtout, ouais, dans le football et de plus en plus. Mais ce qu'il faut, alors là, souvent, ça touche plutôt les dirigeants de clubs ou de structures, mais c'est de chercher plus la compétence ouais, que le bon ou l'expérience, tu vois. Ça commence un peu à venir, mais c'est ouais, vrai que ça tarde. Et puis dans le football de haut niveau, quand on est entraîneur, c'est pas vraiment entraîneur. Tu vois, on leur apprend pas à faire des passes. Ils savent faire des passes, ils savent oui, faire un contrôle. Il y a plus de soucis là-dessus. C'est plus de la gestion d'hommes, de la gestion d'humains. Et c'est vrai que si on n'est pas formé là-dessus, c'est là où c'est compliqué. Parce ouais, qu'on gère que des énormes caractères, des énormes égos. Alors, c'est souvent nécessaire pour le sport de haut niveau. oui. Mais tous ensemble, avec des objectifs pas toujours communs, etc., avec toute la pression autour des uns des autres. Voilà, c'est vraiment de la gestion humaine qui est au cœur du métier. Et ben, voilà, c'est là-dessus qu'il faut être compétent et formé. Carrément. Toi d'ailleurs, tu parles de football. Ta mission au sein du PSG, elle consiste en quoi? Alors, je vais pas avoir l'autorisation de parler beaucoup du PSG, malheureusement, Ok, parce que, tu vois, j'ai pas enfin, j'aurais pas communiqué que j'allais parler dessus, mais voilà, mon titre, c'est psychologue du sport et préparateur mental pour. ok, ok, ça marche, ça marche. Euh, Petite question, les sportifs que tu suis dans les différents domaines, comment ils réagissent à la préparation mentale? Alors, ça va dépendre un petit peu du contexte dans lequel j'entre en contact avec eux. Si c'est eux qui me contactent, ce qui est pour moi très souvent le cas, euh, bah, j'ai envie de dire qu'ils réagissent très bien parce Ouais, qu'ils sont déjà intéressés, ils ont identifié un besoin là-dessus. Donc ça veut dire qu'ils sont motivés. En plus, ils me payent pour les aider. Donc ça veut dire qu'il y a un engagement financier, un engagement de temps. ouais, Des fois, ils se déplacent au cabinet ou ils prennent le temps en visio, tu vois. Donc il y a un vrai engagement derrière. Et du coup, il y a vraiment des résultats. C'est comme mm, tout, hein. Plus on s'engage, plus on va être rigoureux dans l'utilisation des outils. Moi, tu vois, quand je présente des outils de préparation mentale, je leur explique comment ça marche, etc.
Et puis, je les mets un peu au challenge d'utiliser ça par eux-mêmes. Ouais. J'ai toujours à cœur de les laisser autonomes. Ok. Alors, des fois, ça marche pas, des fois, ça Hmm. marche. Et après, on régule et on voit ce qui fait que ça a marché ou pas. Mais, euh, mais tout ça pour dire que plus ils sont engagés, plus ils ont tendance à vouloir utiliser les outils de manière rigoureuse, régulière, plus Ouais. on a de résultats. Toi, par contre, à l'opposé, pour répondre plus exhaustivement à ta question, il y a parfois des sportifs qui viennent parce que c'est leur entraîneur ou leurs parents Ouais. qui les a, entre guillemets, Ouais. obligés. Là, c'est plus compliqué, tu vois, d'avoir des résultats. Là, souvent, ça va être, je vais revenir un petit peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais la qualité de la relation qu'on va développer ensemble. Ouais. Si on arrive à avoir une bonne relation, à créer un lien de confiance et que le sportif se sent bien et que j'arrive à lui susciter l'envie de travailler ça, on pourra avoir des résultats. Si c'est pas le cas, honnêtement, c'est quand même très compliqué. Hein. Ouais. Parce que tu vois, je peux vous proposer des outils, mais c'est pas moi qui vais les utiliser à sa place. Hmm. Donc, dans tous les cas, s'il n'applique pas les choses, ben, il n'y aura pas de résultat ou très peu. Ouais. Et quel est le discours que tu tiens quand il n'y a pas de résultat? Parce que, comme on a dit, on n'a pas de baguette magique. C'est possible qu'en une ou deux séances, ça ne suffise pas. Il en faille plus, même un suivi sur l'année. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé que ça fonctionne pas? Et si c'est le cas, quel est le discours que tu tiens auprès de ton sportif? C'est une bonne question. Moi, j'ai pas le souvenir de pas avoir de résultats. Alors, ça veut pas dire que je réussis tout le temps. Ça veut dire que si on se donne les moyens, tu vois, de faire, on va dire, un nombre de séances adaptées. Ouais. Alors, ça veut pas dire qu'on part pour 6 mois, un an ou plusieurs années, hein. Mais si, voilà, si on veut, par exemple, développer ses compétences émotionnelles, bah, malheureusement, ça pourra pas être fait en une semaine. Ça pourra pas être fait en 2 séances. Donc, c'est sûr, voilà. Mais après ça, je suis quand même assez clair. Moi, je leur dis, voilà, souvent, en psychologie, on utilise cette temporalité de 2 mois pour travailler les perceptions. Ok. Tout dépend un peu des perceptions qu'on a de soi-même et de son environnement. Souvent, il faut plus ou moins 2 mois. Suivant les profils, il y en a pour qui c'est très ancré, il faut un peu plus. Il y en a pour qui il faut un petit peu moins. Mais Ouais. souvent, c'est à peu près ça. Donc, je leur dis, voilà, une première temporalité plus ou moins de 2 mois, suivant les profils que j'ai. Et je leur dis, là, on aura des premiers résultats. Et après, en fonction de l'évolution des résultats qu'on a, soit ça leur satisfait et puis bah fin de l'accompagnement, tout le monde est content. Ouais. Ou soit bah, on est un peu plus ambitieux, on va aller un peu plus loin, mais auquel cas bah on sait que vu qu'on va aller plus loin, bah, ça prend encore un petit peu plus de temps. Ouais. Voilà. Mais ça c'est pour donner tu vois une idée générale, mais il y a plein de demandes très spécifiques et on peut me dire voilà je veux juste être moins stressé pour mon oral de demain. Oui. Et là on n'a qu'une séance et là, c'est un peu plus dur d'avoir des résultats ou pas. Moi, ce que j'explique, c'est vraiment, si c'est cette thématique du stress, comment fonctionne le stress. Ok. Voilà. J'accompagne à identifier sa source de stress et puis on propose un ou deux outils pour agir sur la source. Parce que si on agit sur la source du stress, généralement, le ressenti est meilleur. Ouais. Donc, tu vois, moi, je garantis, on va dire, l'aspect un peu scientifique, qualitatif de l'accompagnement. Après, le résultat, c'est vrai que c'est Ouais. très compliqué de le garantir, mais pareil pour la prépa physique. Oui. Si tu fais un minimum de séances en prépa physique, bah, normalement, tu auras forcément des résultats. Bah, Nous, c'est pareil. ouais, pareil même pour le sport. Quand on joue, on ne maîtrise pas la victoire ou la défaite. Par contre, on maîtrise ce qu'on fait et ce qu'on met en place. Exactement. Tu parlais justement de assez intéressant, je trouve, du fait que tu expliquais à ton sportif, par exemple, qu'est-ce que le stress, comment il fonctionne. Tout à l'heure, tu évoquais aussi la notion d'autonomie de ton sportif. Toi, ce que tu souhaites, c'est que après le sportif puisse utiliser les outils tout seul et que tu n'aies plus à le prendre en charge. Parce que je sais qu'il y a deux écoles à ce niveau-là. Nous, on a pas mal échangé avec différents préparateurs mentaux. Il va y en avoir qui disent, bah nous, on estime que justement, ils ont besoin d'avoir leur autonomie, donc je vais les aider, je vais leur transmettre les outils et après je les laisse les utiliser. Ou d'autres qui vont dire que la préparation mentale, comme un entraîneur de foot ou de tennis, bah c'est tout au long de l'année, c'est tout le temps, et le cerveau s'entraîne tout le temps. Ou est-ce que tu te situes? Ouais, je pense. Alors les deux sont vrais. Pour moi, c'est essentiel de faire ce qu'on appelle de la. Après, il y a plusieurs terminologies, mais de la pédagogie thérapeutique en psychologie ou de la pédagogie de la performance en préparation mentale, on pourrait dire ça comme ça. Ouais. Pourquoi? Parce que si le sportif comprend ce qu'il fait, bah, ça va donner du sens. Ouais. Si on donne du sens, ben on augmente considérablement, tu vois, la qualité de la relation, la confiance mutuelle, et puis ça change tout Ouais. dans l'engagement et tu vois que le sportif va pouvoir développer dans l'accompagnement. Donc pour moi, c'est essentiel que le sportif sache ce qu'il fait.
moi, ce qu'ils fassent, c'est valable pour tout le monde, hein. Ouais, Et après, bah, qu'ils soient en autonomie. Euh, Tu vois, on a parlé d'éthique et de déontologie tout à l'heure. Un des gros points, ce qu'on appelle des red flags en anglais, tu vois, les gros points de vigilance, c'est les gens qui ne donnent pas l'autonomie, qui ouais. veulent créer, tu Une vois, dépendance. une dépendance. Ouais, Nous, ce qu'il faut, c'est absolument que le sportif il soit autonome. Pourquoi? Parce que bah, déjà, c'est pas sain, c'est pas le cas. Et puis en compétition, il n'y a aucune garantie que le préparateur mental soit toujours là tout le temps au bon moment. Donc, ouais, non, c'est dangereux de créer une dépendance. Donc, on l'accompagne vraiment vers l'autonomie. Et après, la deuxième réflexion que tu avais, c'était le fait de l'entretenir au quotidien, de le développer au quotidien. Et ça aussi, c'est vrai. Pour moi, les deux sont vrais. C'est-à-dire que c'est pas parce que on lui explique les choses, le fonctionnement, c'est pas parce qu'on lui explique le fonctionnement du stress, la gestion des émotions, tout ça, qu'il a des outils au quotidien. On peut pas l'accompagner, tu vois, à réguler des nouveaux contextes, des nouveaux défis auxquels il fait face et auxquels il n'a pas les billes. ouais, Honnêtement, la vie est tellement faite de hauts, de bas, de rencontres, de difficultés, ou au contraire de réussites, qu'il y a toujours besoin, tu vois, de prendre du recul sur tout ça et d'avoir des outils, d'être accompagné. Donc, pour moi, les deux sont vrais, mais l'accompagnement, on va dire, pédagogique et à l'autonomie est vraiment essentiel. ouais. Et par rapport à ce que tu dis, c'est vrai que par rapport à cette notion d'autonomie, que il y a le sportif qui va te contacter pour sa discipline sportive, mais le sportif a souvent une vie aussi derrière. Et souvent les outils que tu vas lui transmettre pour le sport peuvent aussi être applicables dans sa vie de tous les jours. Typiquement sur la notion de stress, il peut stresser en compétition, mais également lorsqu'il aura son examen ou un rendez-vous important ou pour une signature ou que sais-je. Donc il y a aussi cette notion qui est importante, c'est que il n'y a pas que le terrain, il y a aussi la vie de tous les jours et on parle de bien-être et d'optimisation, mais surtout de bien-être dans la préparation mentale. Donc, il faut que le sportif, je pense, se sente bien sur le terrain, et pour ça, il faut qu'il se sente bien aussi en dehors du terrain. Tout à fait, ouais, tout à fait. Encore une fois, hein, il y a tellement de choses, on est des êtres humains, Ouais, donc ce qui veut dire que toutes les thématiques ou presque sont plus ou moins transposables dans nos contextes de vie. Il y a juste à l'adapter au contexte dans lequel on est, mais notre fonctionnement, lui, reste le même, puisque on est toujours la personne que l'on est, qu'on soit dans notre match de tennis ou dans notre vie privée. Et puis après, encore une fois, moi, je pense qu'il faut être ambitieux dans la vie. Il faut être ambitieux en termes de bien-être et en termes de performance. hmm, Pourquoi? Parce que tu vois, on s'est aperçu que si on veut se sentir bien en tant qu'individu, on a besoin de se sentir performant dans ce qu'on fait. ouais, Et quand je dis dans ce qu'on fait, c'est pas que dans notre travail, c'est aussi dans notre vie personnelle. hmm, Tu vois, on a besoin de se sentir performant dans nos interactions sociales avec nos amis, dans notre couple ou dans notre famille, ou tu vois, peu importe, même dans nos loisirs. ouais, Si on se s'ennuie tout le temps, c'est difficile de bien se sentir. Donc les deux sont quand même vraiment très liés, tu vois, améliorer le bien-être et la performance, et les deux vont avec. Si on se sent bien, on a plus de chances d'être performant et et inversement. inversement, c'est Ouais, un peu une relation bidirectionnelle. Et voilà, donc tout ça pour dire que c'est pas parce qu'on accompagne à l'autonomie et que le sportif devient autonome qu'il n'a plus jamais besoin de nous. oui, Ça veut dire qu'on le laisse face à ses choix. Est-ce qu'il veut régulièrement continuer à travailler des points de sa vie personnelle ou sportive? On continue. Ou pas, ou est-ce qu'il estime avoir être autonome et ça va bien, mais si ça va bien, c'est qu'il est content de notre accompagnement. Et s'il est content de notre accompagnement, bah, il va forcément parler de nous ouais, à d'autres personnes parce qu'il est sportif et que le monde du sport reste quand même un petit milieu où beaucoup de monde se connaissent, notamment voilà, dans le haut niveau. ouais, Et quand on a des personnes de confiance, souvent on les recommande. ouais. Tu parles de ce monde-là, justement. Là, c'est une petite question perso. Qu'est-ce que toi, tu penses du milieu et des préparateurs mentaux? On entend beaucoup, de plus en plus. J'ai l'impression que tout le monde dit avoir trouvé la solution miracle et qu'il faut lui faire confiance. Qu'est-ce que toi, tu en penses de ça? Par rapport à des préparateurs mentaux qui mettent en avant des solutions miracles, Ouais, ouais, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. bah écoute, ça m'étonne beaucoup qu'il y ait des solutions miracles parce que sinon ça se saurait, tout simplement. Sinon, j'imagine qu'on l'apprendrait dans nos études, hein, parce que nous, on lit des dizaines et des dizaines de milliers d'études. Donc, s'il y avait une solution miracle et qu'on passait à côté, ça serait quand même dommage. Ouais. Non, mais sans rigoler, je pense que bah c'est ouais de la mauvaise pub. C'est de la mauvaise pub, tu vois. Mais on le voit dans tous les domaines, hein. En nutrition, il y a toujours le produit miracle. En Hmm. prépa physique, il y a les entraînements miracles. Bon, bah voilà, ce sont des gens qui vendent, on va dire,
leur service comme ils peuvent. Nous, comme on en a parlé dans le titre qu'on veut défendre dans préparation mentale, bah, voilà, dans l'éthique et la déontologie, c'est totalement proscrit. Et ce sont des gens qui ne pourront pas se dire préparateurs mentaux. Alors après, ils pourront se dire coach mental, Oui. ils pourront se dire ce qu'ils veulent, mais plus préparateur mental. Ce sera pas légal en tout cas, donc ils pourront être poursuivis. Mais ça, c'est voilà, c'est valable pour la préparation mentale, mais aussi la préparation physique qui petit à petit va essayer de mettre en place un titre aussi de préparateur physique parce qu'ils sont dans les mêmes difficultés. Ouais. Et la petite question par rapport à ça, justement, on en est où de cette avancée sur ce dont tu travailles? Bah écoute, c'est une bonne question. Là, on est actuellement fin juin 2024. On a bon espoir que fin 2024 ou début 2025, on se rapproche de quelque chose de concret. Ok. Donc, tu vois, c'est quand même relativement proche, Ouais. on va dire. Après, ce qu'il y a, c'est qu'il y a quand même une grosse notion politique là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le gouvernement doit défendre ça à l'Assemblée nationale. Ça doit être voté. Ok. Donc voilà, avec tous les changements politiques actuels, c'est ce qui me fait un peu peur. Ouais. Voilà, ça peut être remis en cause. J'espère pas. J'espère que le gouvernement reste ou change. Moi, j'ai envie de dire, peu importe, ça, ce sont les volontés de chacun. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'on puisse mener à bout ce projet-là, d'avoir un titre de préparateur mental, et puis de protéger un petit peu la profession et tout l'environnement de la profession, les sportifs, les structures, tout. Alors. Et ça consisterait en quoi? Ça serait un diplôme qui serait disponible dans plusieurs universités? Comment ça prendrait forme? Alors, ça serait pas un diplôme, ça serait un titre. Un titre, ok. Et du coup, pour avoir ce titre, il faudrait avoir un niveau master, soit en sciences du sport, soit en psychologie, plus un certain nombre d'heures en psychologie du sport, évidemment. Ouais. Et puis des heures de stage précises. On n'est pas encore d'accord sur tous ces nombres d'heures. Et après, ça doit être approuvé par beaucoup de monde. Mais voilà, c'est en réflexion. Là, on est plus ou moins raccord sur tout ça. Maintenant, la balle est un peu dans le jeu des politiques. Ouais. Et voilà, c'est plus notre sort, mais nous, on a vraiment créé toute la base, on va dire, théorique là-dessus. Maintenant, il faut que ce soit voté. Et une fois que c'est voté, ça sera appliqué. Et ça sera régi normalement par le ministère des Sports. D'accord. Donc ça signifie qu'il faudra impérativement avoir un cursus lié à la psychologie du sport. Voilà, donc soit en psychologie, psychologue par exemple, mais en complément faire un certain nombre d'heures en psychologie du sport, psychologue classique, et faire un DU pour avoir ces heures en plus en psycho du sport, ou faire un cursus en sciences du sport, mettons, je sais pas, prof de sport ou préparateur physique, et pareil, faire des heures en plus à côté via un DU ou un autre diplôme pour des heures en psychologie du sport, ou sinon on fait directement un master en préparation mentale. Dans les masters en préparation mentale, évidemment, il y a suffisamment d'heures en psychologie du sport pour valider le titre. Donc on a ça, et puis après, c'est une charte éthique, déontologique à signer, évidemment. Je crois que c'est déjà pas mal, hein. J'oublie peut-être des petites choses, mais l'idée générale est là. Top. J'essaierai d'être l'un des premiers à avoir ce titre. J'essaierai de l'avoir. Mais écoute, je te le souhaite, hein, mais voilà. Et on a décidé qu'il fallait avoir un niveau master. Pourquoi? Pour s'aligner sur l'international. Dans les autres pays où il y a un titre, le préparateur mental, c'est au moins niveau master, voire niveau doctorat pour certains pays anglo-saxons. Je crois que c'est le Canada. Au Canada, il me semble. Bon, c'est top tout ça. C'est top, ça laisse un bel avenir à la préparation mentale. Oui, on essaye de contribuer au développement de la préparation mentale et aussi de réguler pour protéger un petit peu tout le monde. Je sais que ça fait pas plaisir à tout le monde parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans ce milieu depuis très longtemps mais qui ne sont pas formés. Et auquel cas, là, on donne un délai qu'on appelle un délai de carence de 5 ans. C'est-à-dire qu'ils ont 5 ans pour se former, le temps d'un cursus, tout simplement. C'est ça. Et ça veut dire ciao toutes les formations en ligne. Ça veut dire que tu pourras toujours continuer à faire des formations en ligne. Il y aura pas de problème, mais tu ne pourras pas te dire préparateur mental grâce à ça. Ce sera coach mental ou comme tu disais. Tu pourras te dire coach mental ou tu peux être très bien entraîneur de sport et vouloir un tout petit complément, tu vois, pour connaître un peu la psychologie du sport ou préparation mentale. Et là, tu vois, une petite formation en ligne, ça peut être très bien. Ok, top. Super. Moi, j'ai fait le tour de mes questions. Je sais pas si t'as des sujets que t'aimerais aborder ou si c'est bon pour toi, tout est clair. Écoute, c'est bon pour moi. Je te remercie.